Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 Télévision. Voici les titres de ce journal. Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Libreville au Gabon, première étape de sa tournée en Afrique centrale. Il y participe au One Forest Summit. Au Nigeria, le président élu Bola Tinubu sonne l'unité après le scrutin du 25 février. L'opposition conteste le verdict de la commission électorale. Et la France qui est en deuil après la disparition ce mercredi de Juste Fontaine, le recordman de but dans une Coupe du Monde de football a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est arrivé hier mercredi à Libreville au Gabon, où il prend part au One Forest Summit. Outre sa participation à ce forum international sur la préservation du patrimoine forestier tropical, le dirigeant français entame une tournée en Afrique centrale pour discuter du repositionnement géostratégique de la France sur le continent africain. L'avion d'Emmanuel Macron s'est posé mercredi soir sur le tarmac de l'aéroport de Libreville. Il a été reçu par le Premier ministre gabonais. Le président français s'est ensuite rendu au palais du bord de mer où l'attendait son homologue gabonais. Emmanuel Macron participe ce jeudi à Libreville au One Forest Summit consacré à la conservation des forêts tropicales, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Il est co-organisé par la France et le Gabon. Mais dans le pays, cette visite est considérée par beaucoup comme une onction de la France à Ali Bongo dans l'optique de la présidentielle à venir. Après Libreville, Emmanuel Macron se rendra à Brazzaville et à Kinshasa. C'est son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017. On reste à Libreville au Gabon où le sommet pour la protection des forêts tropicales s'est ouvert ce mercredi. Les participants planchent sur les politiques à mettre en œuvre afin d'améliorer la préservation des massifs forestiers tout en veillant à prendre en compte les besoins de l'expansion démographique humaine. On fait le point dans cet élément. Concevoir ensemble des plateformes de solutions scientifiques et économiques pour aider les pays forestiers à concilier protection de leurs forêts et développement économique, c'est l'objectif du One Forest Summit de Libreville. Mon objectif principal, c'est de fédérer un groupe de chefs d'État qui vont aller à l'international lutter sur ces questions de préservation des forêts. Région haute, le bassin du Congo ambitionne d'augmenter le niveau des richesses produites tout en maîtrisant l'empreinte écologique des activités humaines à un faible niveau. Le principal défi des pays de la sous-région d'Afrique centrale est de concilier les besoins des générations actuelles avec ceux des générations futures. Il faut pouvoir concilier le développement inclusif dans le cadre d'une économie circulaire parce que nous avons nos populations à qui il faille donner des ressources alternatives, à qui il faille apprendre comment exploiter ces ressources naturelles sans pour autant nous mettre nous-mêmes en tant qu'humains, nous humains qu'on appelle les vivants, en difficulté. Le sommet de Libreville examinera des solutions de financement innovantes pour la préservation des forêts et la rémunération des services écosystémiques en mettant l'accent sur les crédits carbone premium et la problématique du conflit homme-faune. Pour trouver le juste milieu, il s'agit pour nous non seulement de normer, mais de normer en sachant qu'à côté de ces espaces, il y a aussi l'être humain qui se développe, il y a l'être humain qui évolue et qu'on ne peut pas parler d'espaces environnementaux sans parler de l'évolution des populations. La deuxième et dernière journée de ce forum sera consacrée à la réunion de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement sur les problèmes que rencontrent les bassins forestiers africains, amazoniens et asiatiques. Jiro Wilfried Obangom à Libreville pour Africa News. Au Nigeria, le candidat de l'APC au pouvoir, vainqueur de la présidentielle du 25 février, Ahmed Bola Tinubu, lançait ce mercredi un appel à l'unité. Le dauphin de Muhammadu Buhari l'a emporté dès le premier tour dans un scrutin qui s'annonçait pourtant serré. Ses adversaires dénoncent des tripatouillages des résultats.
Élu président du Nigeria, Bola Tinubu, le candidat de l'APC, a récupéré mardi au bureau de la commission électorale indépendante à Abuja le certificat de retour. Ce document atteste qu'il a été élu conformément à la loi électorale du pays et est donc apte à prendre ses fonctions. Aussitôt après, dans sa prise de parole, il a appelé une fois de plus à l'union des forces politiques pour un meilleur Nigeria. Je profite également de cette occasion pour lancer un appel à mes camarades de cette compétition afin que nous fassions équipe ensemble. C'est la seule nation que nous avons. C'est le seul pays que nous devons construire ensemble. Nous avons gagné ensemble. Pour mettre ensemble toutes les différentes parties, nous devons travailler pour l'unité, le bonheur et l'harmonie. Les partis de l'opposition ont désormais 3 semaines pour faire appel de ces résultats rendus publics très tôt ce mardi. Cette élection peut être annulée s'il est prouvé que l'INEC a manipulé les chiffres en faveur d'un autre candidat. Et le parti travailliste de Peter Obi, candidat malheureux à la présidentielle, promet de faire usage de tous les moyens légaux pour faire invalider le scrutin. L'opposition dénonce en effet des irrégularités dans la conduite des opérations électorales. Les 2 principaux partis d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple et le Parti travailliste, ont qualifié le scrutin de samedi d'imposture. Youssouf Dati Baba Ahmed, le candidat du Parti travailliste à la vice-présidence, a déclaré qu'il était déterminé à lutter par tous les moyens légaux et pacifiques contre le résultat de cette élection. Notre position est que les résultats présumés ne répondent pas aux critères minimums d'une élection transparente, libre et équitable. En plus des attaques les plus condamnables de la violence, de l'intimidation et de la suppression des électeurs, l'élection a été menée en violation flagrante des règles et des directives convenues et promises par l'INEC. La Commission électorale nationale indépendante a introduit l'identification biométrique des électeurs au niveau national ainsi que IREV, une base de données pour télécharger les résultats en temps réel. Mais de nombreux couacs logistiques ont compromis cette démarche. Soyez assurés de notre détermination à combattre l'injustice qui a été perpétrée sur les Nigérians par tous les moyens légaux et pacifiques. Bien que cela soit douloureux, nous vous implorons tous de rester pacifiques et calmes, car notre combat et notre détermination pour un nouveau Nigeria ne font que commencer. Le président sortant Muhammadu Buhari a exhorté mercredi les partis d'opposition à rechercher des moyens pacifiques pour déposer leurs griefs tels que le recours aux tribunaux. Les candidats qui veulent contester ont 21 jours pour saisir la justice. En Inde, les chefs de la diplomatie des pays du G20 se sont réunis ce mercredi à New Delhi. Il fallait s'y attendre. La guerre en Ukraine a une fois de plus obnubilé les débats. On en suit les explications de la rédaction d'Euronews. Une manifestation d'exilés tibétains devant l'ambassade de Chine à New Delhi, à quelques heures du sommet du G20. Une réunion de 2 jours dans la capitale indienne, marquée par les tensions et les positions divergentes sur la guerre en Ukraine. It's clear our position. This war has to be condemned. Russia has to stop and withdraw. And as far as it doesn't happen, we will be doing both support to Ukraine and keeping open the door to any kind of approach that could bring peace. Le chef de la diplomatie américaine a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rencontrera pas ses homologues chinois et russes. Now, we all know the simple truth that the war could end tomorrow. It could end today if President Putin so decided. He started it, he can stop it. It's on one level as simple as that. And we should never lose sight of that fact. No one should lose sight of the fact that we have an aggressor and we have a victim. À son arrivée en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré son homologue turc, qui l'a remercié pour l'aide russe après le tremblement de terre. Lors d'une autre réunion avec son homologue indien, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et l'Inde n'acceptaient pas les pratiques néocoloniales telles que les sanctions unilatérales, les menaces et les chantages.
En Israël, les forces de sécurité ont mis le grappin ce mercredi sur 2 terroristes suspectés d'être à l'origine du meurtre lundi d'un citoyen israélo-américain. L'opération s'est déroulée dans le camp de réfugiés d'Aqaba Jaber, près de Jéricho. Aqaba Jaber, localité palestinienne de Cisjordanie. Les forces de sécurité israéliennes encerclent ce mercredi midi la maison des personnes suspectées d'avoir tué Elan Ganeles en début de semaine. Des échanges de tirs éclatent. L'un des terroristes est abattu alors qu'il tente de s'enfuir. Les 2 autres sont arrêtés. Des armes en possession des suspects sont saisies lors de l'opération. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a félicité les forces de sécurité pour avoir arrêté les terroristes criminels et prouvé qu'Israël avait les moyens d'arriver aux auteurs d'attentats où qu'ils soient pour les traduire en justice. Hasard des calendriers, les terroristes présumés ont été arrêtés au moment même où se déroulaient les funérailles d'Elan Ganeles. Le jeune homme de 27 ans de nationalité israélo-américaine a été enterré à Ra'anana dans le centre du pays, en présence de sa famille arrivée spécialement du Connecticut. Et cette découverte qu'il faudrait qualifier d'extraordinaire sur le sol israélien, 2 amis ont retrouvé comme par hasard une plaque portant le nom du roi Darius dans le parc de Tel Hashish. L'objet daterait selon les archéologues de plus de 2500 ans, de quoi enthousiasmer le monde judéo-chrétien. 2500 ans d'histoire représentés sur ce morceau de poterie. Dessus, une inscription, le nom du roi perse Darius le Grand, père du roi Assuérus. Une découverte inédite en Israël, faite par 2 amis dans le parc national de Tel Hashish. Lorsque j'ai ramassé l'ostracon et que j'ai vu l'inscription, mes mains ont tremblé. J'ai cherché à gauche et à droite les caméras car j'étais sûr que quelqu'un me faisait une farce. L'antiquité a été donnée aux archéologues qui ont confirmé la rareté de la pièce. L'objet date du début de la guerre gréco-perse. Il a été trouvé sur un ancien bâtiment administratif. Il est étonnant que les visiteurs du site tombent sur une inscription aussi rare, faisant revivre le roi Darius, son fils le roi Assuérus qui régnait de l'Inde à Couche, n'aurait jamais pu imaginer que nous trouverions des preuves de son père en Israël 2500 ans après les événements dramatiques qui se sont déroulés dans sa cour royale. Les impôts étaient collectés et expédiés dans le bâtiment et le tesson inscrit pourrait être une note d'expédition rédigée par un fonctionnaire de la réserve. Cette courte note pourrait être l'une des plus anciennes inscriptions administratives de la période perse découverte dans le pays. C'est une première qu'est en train de réaliser l'Institut du monde arabe à Rabat au Maroc. Vous l'aurez compris, nous parlons de culture. Des œuvres d'art contemporain produites par des artistes arabes de 1945 à nos jours sont exposées jusqu'à juin au musée Mohamed VI de Rabat. Des précisions dans cet élément. C'est la première exposition du genre à l'étranger pour l'Institut du monde arabe basé à Paris. Il présente à partir de ce mercredi à Rabat au Maroc une sélection de sa collection d'art contemporain sur les avant-gardes arabes. Au total, 116 œuvres d'artistes originaires de 16 pays arabes. Nous présentons une exposition sur les modernités arabes, c'est-à-dire une sélection importante d'œuvres très majeures d'artistes qui ont fabriqué l'art moderne et contemporain arabe. C'est la première fois que le Maroc présente à ses publics ce récit qui montre l'extraordinaire force, la qualité, le niveau d'un monde de talent qui, malheureusement, de mon point de vue, reste encore pas assez connu en Occident. Cette exposition met en lumière en majorité des peintures, mais aussi des sculptures, des photographies, ainsi que des œuvres graphiques de 1945 à nos jours. Cette exposition est importante, car c'est la première fois qu'une telle exposition est présentée dans le monde, en dehors de l'Institut du monde arabe. Même l'Institut du monde arabe n'a pas présenté cette exposition. Et de voir maintenant qu'on rend aussi justice à ces artistes fabuleux, qui sont les artistes arabes, qui ont travaillé depuis des années. Et je trouve que c'est une juste reconnaissance. Ça démarre dans un pays comme le nôtre, de Rabat, ville lumière, capitale de la culture. La collection de l'IMA est exposée jusqu'au 15 juin au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, avant de rejoindre d'autres musées à Tanger et à Marrakech.
Le développement du football au Burundi, voilà ce qui fait courir actuellement Alexandre Muyenge à travers le monde. Ce mardi, le président de la Fédération burundaise de football rencontrait à Paris le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les deux hommes ont justement étudié les moyens de mettre en œuvre des ouvertures pour le développement du football burundais. Reportage. Près de 2 ans après son arrivée à la tête de la Fédération burundaise de football, Alexandre Muyenge parcourt le monde à la recherche de solutions pour développer ce sport. Mardi à Paris, il a échangé avec le patron de la FIFA sur les différents axes de coopération. Comme vous le savez, la base de tout, c'est la jeunesse. Alors là, nous avons discuté comment développer, comment détecter les talents de nos joueurs, de nos jeunes joueurs burundais. Comme ça, ils peuvent s'ouvrir au monde. Je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons parlé concernant les infrastructures sportives, parce que tu ne peux pas dire développer le football sans infrastructures sportives. C'est pour cela que avoir la jeunesse qui joue au football, c'est une chose, mais avoir les infrastructures, c'est autre chose. Alors, les deux vont de pair pour pouvoir développer le football que nous escomptons réussir pour tous. Alexandre Muyenge voudrait tirer profit du programme FIFA Forward 3.0 qui officiellement a démarré en janvier dernier, dans lequel des fonds sont alloués à des associations. Autre actualité sportive, la mort ce mercredi à l'âge de 89 ans de l'une des icônes du football français, Juste Fontaine. Le recordman de buts au mondial, 13 réalisations lors du mondial suédois en 1958, laisse un record encore inégalé. Juste Fontaine, légende du football français, est décédé à l'âge de 89 ans. Recordman du nombre de buts marqués en une Coupe du Monde, le joueur en avait marqué 13 au mondial 1958. En 6 matchs, celui que l'on surnommait Justo réalisait un exploit alors qu'il avait été appelé à la dernière minute dans l'équipe de France. Une pluie d'hommages lui a été rendue depuis l'annonce de sa mort. Le Paris Saint-Germain, équipe dont il était l'entraîneur en 1973, a salué un monument du football français. Emmanuel Macron a quant à lui fait référence au duo que formaient Juste Fontaine et Raymond Kopa, 2 joueurs emblématiques du mondial 1958. Sa mort intervient quelques mois après celle d'une autre légende du foot, Pelé, décédé en décembre. Juste Fontaine avait fait ses débuts sportifs à l'OGC Nice en 1953. Il a ensuite fait les belles heures du club de Reims. Le club rémois lui a d'ailleurs rendu hommage, parlant d'une étoile du football français. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 Télévision. Merci de votre attention. On se retrouve demain vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.